Salut et bienvenue sur Anakaland pour la critique de la série tant attendue, adaptée du célèbre manga aux près de 1100 chapitres et plus de 1000 épisodes animés. One Piece disponible depuis hier sur Netflix. Grâce à une communication aux petits oignons, Netflix a réussi à créer une hype comme jamais auparavant. Et cette série live action a fait l'objet d'autant de craintes que d'attentes chez les fans. Mais finalement, contrairement à ce à quoi je m'attendais, la série One Piece m'a immédiatement conquis. Ces derniers temps, j'ai beaucoup râlé sur les nombreuses adaptations approximatives ou carrément foireuses présentes sur nos écrans ces derniers temps. Mais là, avec One Piece, on est clairement sur de l'excellent boulot. Je m'attendais vraiment au pire depuis l'annonce, avec les trailers et autres, mais là, je suis bluffé. Et je ne parle même pas du point de vue du lecteur du manga, mais simplement pour ce qui est du produit audiovisuel, ça claque. La série est extrêmement bien soignée et on sent pour une fois un véritable respect de l'œuvre originale. Certes, Eiichiro Oda, l'auteur, est présent sur la production, donc ça joue, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ici, il y a vraiment une volonté de bien faire, ce qui devrait, je pense, être le cas tout le temps. Et ce, quel que soit le projet. Mais bon, entre la logique et la réalité du business, c'est pas toujours évident. Netflix nous offre donc un programme de qualité que je conseille vraiment aux non-lecteurs du manga ou connaisseurs de l'anime, et surtout à ceux qui n'aiment pas vraiment les mangas, car c'est une très bonne série, et de toute façon je suis sûr que les rageux de One Piece trouveront forcément à redire sur cette série. On a une série qui se suffirait presque à elle-même, et ce grâce et non malgré les libertés qu'elle se permet. Dans cette version de One Piece, les modifications et ajouts servent le propos et apportent même plus de profondeur au récit comparé aux versions déjà connues. Donc je vais plutôt débriefer la série pour ses qualités en tant que telles et certaines craintes que j'aurai pour l'avenir de celle-ci. Certains experts de One Piece feront un bien meilleur boulot à décortiquer chaque image pour vous en donner les secrets. Mais comme tout le monde va parler de cette série et que ce serait quand même dommage que cette vidéo sombre dans les tréfonds de YouTube, merci à vous de liker, commenter et partager la vidéo pour aider à son référencement. Pour commencer, je voudrais préciser que je suis un lecteur du manga, et uniquement du manga. Je n'ai jamais réussi à accrocher à l'animé, et puis 1000 épisodes ça commence à faire un peu trop. De plus, je ne suis pas vraiment un lecteur acharné qui va chercher les moindres petits détails comme je peux le faire pour d'autres films, séries ou même livres. Et surtout, avant de vraiment commencer la vidéo, je rappelle que j'étais vraiment très inquiet de ce que cette série allait donner, et surtout visuellement. Et puis même pour son histoire, j'avais peur que ce soit un peu trop ridicule. Il faut dire que les adaptations live de manga, et surtout de shonen de ce genre, nous ont plus souvent habitués à de la bonne grosse daube qu'à des chefs-d'œuvre, tant sur le plan visuel que de la compréhension de leur récit. Et c'est donc peut-être pour ça qu'après seulement un visionnage, je suis vraiment agréablement surpris. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé un excellent équilibre entre l'iconographie du manga et la réalité de ce que peut être une série live. Ils ont fait le choix de grandement gommer le côté bariolé et un peu dingue de l'univers pour en créer un plus proche du réel. Et c'est tant mieux. On n'est presque pas encore dans un récit fantastique, malgré les fruits du démon de Luffy ou de Baggy, ou encore la présence des hommes-poissons, le monde de One Piece tel que Netflix nous le présente est encore très crédible. On a quelques personnages qui font un peu cosplay de Japan Expo, avec notamment certaines perruques qui font vraiment fausses, mais la plupart des costumes sont plutôt bien. Et même les nombreux changements de tenue de Luffy rendent le tout plus cohérent. J'ai personnellement du mal avec les hommes-poissons dans la série, mais je pense que c'est personnel, car en vrai, ils s'en sont plutôt bien sortis. Par contre, s'il y a bien un truc sur lequel il fallait mettre le paquet, c'était le fruit du démon de Luffy. Mais là, on dirait vraiment une impression 3D que l'on pourrait trouver en convention, et c'est vraiment trop fake. Du côté de la réalisation, c'est vraiment de qualité. Sans tenir compte du fond et de ce que ça raconte, juste sur le plan cinématographique, c'est vraiment bien. La photographie, les lumières sont très soignées, l'étalonnage est propre, et même si certains fonds verts se voient un peu trop, ça passe plutôt bien. De même pour les effets numériques, monstres, Gum de Luffy et autres, ça passe plutôt bien. J'avais très peur mais au final le rendu des fruits est cool, et même le monstre de Fuchsia est convaincant. Il y a des cadrages parfois un peu étranges, avec de gros plans en fisheye et un flou presque trop présent, mais ça passe bien. De même que certaines valeurs de plan, ou le montage un peu délire avec l'écran splitté pour rappeler son matériel de base, la BD. Les acteurs sont vraiment convaincants eux aussi, surtout les acteurs principaux et récurrents. J'aime beaucoup Usopp qui promet du lourd pour le futur, ou encore Zoro et Sanji, bien charismatiques comme il faut. Garp est génial également. En plus, en VF, on a une référence à Pirates des Caraïbes, étant donné qu'il est doublé par Bruno Choel, qui fait aussi la voix de Jack Sparrow. Et ils ont aussi grandement réduit le niveau de certains de leurs traits de caractère, sûrement pour les rendre plus crédibles, comme la bêtise légendaire de Luffy qui a laissé place à une certaine finesse, ou le côté super lover de Sanji qui devient simplement un dragueur inoffensif. C'est parfois dommage, mais je pense que conserver des traits si caricaturaux aurait vite saoulé les spectateurs novices, et les autres aussi. Chose que j'ai vraiment adoré dans cette série live, c'est l'utilisation des flashbacks de tous les personnages. Eiichiro Oda est un génie du flashback, c'est indéniable, et ici on a vraiment une super utilisation de ceux-ci. C'est efficace, pas trop long, parfois un peu mais ça passe en vrai, et le message est clair. Que demander de plus? Ça permet de poser les bases du lore, comme les fruits du démon et leurs règles, ainsi que des informations sur les membres d'équipage, afin que tout soit bien compréhensible.
Mais grâce à ça, Netflix a quand même réussi à placer un peu de pathos féministe dans le flashback de Zoro. Certes, ça colle à l'histoire de Kuina et Zoro, mais je ne me souviens pas qu'elle ait pu dire ça dans le manga. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Le rythme est plutôt bon lui aussi. Peut-être que l'épisode 3 a tendance à traîner un peu en longueur, mais l'histoire du SOP est vraiment cool, donc pourquoi pas. Et c'est surtout le découpage de la saison entre ces 8 épisodes que je trouve bien foutu. Chaque épisode se concentre sur un Mugiwara, et petit bonus, chaque titre d'épisode est adapté à son personnage, et ça c'est fun. Je me répète, mais on sent un véritable soin apporté à chaque détail dans cette première saison. Et s'il reste sur la même volonté, avec le budget qui se voudra croissant, les prochaines saisons devraient largement rattraper les lacunes de cette première. De plus, chose que j'ai vraiment trouvé intéressante pour ce qui est des ajouts faits dans cette série, c'est par exemple la construction de l'intrigue autour de la relation entre Garp et Luffy. J'étais presque deg de le savoir et de ne pas vivre la surprise comme les personnages. De même que sa présence prolongée et celle de Kobe et d'Hermep qui était plutôt efficace là encore. Cela a permis de développer bien plus tôt dans l'univers les concepts de justice différentes dans cette armée toute puissante, ou encore la notion de nouvelle génération, avec notamment la conversation entre Garp et Zeph, les deux vieux, qui se rendent compte que ce monde n'est plus le leur, mais celui des petits jeunes. Sinon, une de mes plus grosses inquiétudes tenait au personnage de Shanks, que j'avais trouvé un peu bidon dans la bande-annonce, mais au final ça lui va plutôt bien, son côté clodo des mers qui se prend pas au sérieux. Et je suis sûr que ça va permettre une superbe évolution de la badassitude de son personnage pour la suite. Son équipage est top lui aussi, le Kiryu et Yasop sont parfaits. Il n'y a que Ben Beckman qui n'a peut-être pas le charisme qu'il mérite pour le moment. Mais on dirait vraiment que pour cette première saison, ils ont choisi d'en faire des mecs certes doués et honorables, mais pas encore vraiment les légendes qu'ils sont censés être. Ils ont aussi décidé de clairement montrer le haki de Shanks. J'étais très curieux de comment et si ils allaient le montrer. Ils ont choisi de faire ça sobrement, juste avec sa pupille qui se dilate et non avec les éclairs que l'on voit dans le manga. Donc c'est bien, même là-dessus ils n'en font pas trop. Toutefois, pour ce qui est d'en faire trop, il y a bien un passage avec lequel j'ai eu un peu de mal, même s'il pète la classe. C'est l'introduction de Mihawk alors qu'il extermine toute la flotte de Don Krieg sur la plage dans une séquence pas ouf niveau effets spéciaux. Par exemple, son énorme coup d'épée qui fend l'air et le bateau dénote vraiment avec le reste de la saison, et pourtant on ne voit pas encore grand chose. C'est justement ce qui me fait craindre que la suite devienne un peu plus ridicule, avec les gros power-up et autres trucs dignes d'un manga. Car à East Blue, on est encore qu'au tout début de l'aventure, et les pouvoirs et autres créatures sont encore plutôt réalistes, rien de trop farfelu. Mais plus on avance, plus ça va être compliqué de conserver cette cohérence dans le réel. Entre les persos qui auront des pouvoirs élémentaires de dingue comme les Logia ou les transformations, ça risque d'être un peu plus compliqué à apprécier. Mais je me dis qu'ils y ont déjà réfléchi et qu'ils ont sûrement une idée de quoi faire pour la suite. Pourquoi pas tenter par exemple de nous habituer graduellement à ces petits changements de proportions et ajouter le fantastique et le délirant petit à petit. Concernant les combats et leur chorégraphie, celles-ci sont plutôt pas mal, même si loin d'être parfaites. En effet, certaines sont un peu approximatives et semblent témoigner d'un manque de temps ou de préparation pour les comédiens. Je pense notamment à l'affrontement entre l'équipage de Shanks et les bandits de Fuchsia, qui a plusieurs coups qui passent clairement à côté. Ou encore, à la fin, à Arlong Park, quand Sanji et Zoro s'occupent du menu fretin, c'est là aussi un peu brouillon. Et on voit souvent les câbles quand un perso fait un vol plané après un coup. Mais le pire reste cette image vue dans la bande-annonce avec le coup de pied voltige de Sanji qui pique vraiment. La cascade en elle-même n'est pas dingue et son exécution avec le Sanji volant en CGI n'est vraiment pas à la hauteur du reste. Ensuite, à l'inverse, les personnages sont tous extrêmement bien introduits, entre les débuts de Zoro face à Mr. Seven du Baroque Works ou encore l'entrée de Garp qui pue la classe. Sans parler bien sûr de Baggy qui fait lui aussi une entrée très remarquée et qui bénéficie tout au long de la saison d'un traitement des plus intéressants. Ils ont réussi à retranscrire le côté barjot et parfois ridicule qu'on lui connaît, mais en y ajoutant un quelque chose d'effrayant qui marche très bien là aussi. Perso, dans le manga, il a tendance à vite me gonfler, mais là j'ai plutôt apprécié cette nouvelle version du clown au nez rouge. Et ils l'ont fait, ils ont bel et bien créé des escargophones. Ces appareils de communication vivants à la sonnerie si reconnaissable, qui a d'ailleurs changé par rapport à l'animé, et ils en ont même créé de différentes formes et tailles afin d'approfondir le lore de ces créatures, et ça fait toujours plaisir. De plus, cette première saison définit vraiment bien les rôles de chacun des membres de l'équipage du chapeau de paille. Notamment celui de Zoro en tant que second de Luffy, qui est peut-être même plus clair dans cette version que dans le manga où il passe son temps à picoler et dormir. Donc là encore, la série développe plus en profondeur certains aspects de l'histoire. Toutefois, j'ai pas bien compris pourquoi ils ont semé une chose bizarre concernant les liens entre les personnages. Ici, Zoro et Nami deviennent proches assez vite, et j'ai eu comme une sensation qu'ils ont voulu semer le doute concernant des sentiments entre eux. Et j'ai surtout ressenti ça avec la rivalité entre Zoro et Sanji, qui a tendance à ressembler à une bataille de coqs pour l'affection de Nami. Ce qui m'a fait un peu bizarre. Mais peut-être que j'ai vu trop loin, dites-moi si vous aussi vous avez eu cette impression. Une chose aussi qui est directement inspirée de l'univers du manga et très bien intégrée ici, c'est le fait que Luffy crie le nom de ses attaques. Chose que Zoro trouve ridicule au début, puis on découvre que quand Sanji se donne à fond, il en fait de même.
Et je pense que ça va doucement influencer tout l'équipage, et que ça deviendra une habitude pour tous ses membres au fil du temps. Même Zoro finira par s'y mettre. De plus, à ce sujet, je trouve ça dommage que Sanji ne soit pas interprété par un acteur francophone, car quand il crie le nom de ses techniques en français, on ne comprend vraiment rien. Enfin, pour revenir à Garp et Kobe et la plus-value qu'ils apportent dans cette saison, j'ai vraiment bien aimé cette sorte d'affrontement à la fin. Déjà, un peu plus tôt quand ils sont en mer, on assiste à un moment mythique du vieux vice-amiral qui balance des boulets de canon à main nue. Et ça, c'est toujours un régal. Mais surtout, cette relation qui se crée entre Garp et son petit-fils crée une sorte de tension. On comprend bien que Garp attend de voir ce dont est capable Luffy, qu'il le teste pour qu'il lui prouve ce dont il est capable et qu'il fasse ses preuves. Dans cet affrontement, il y a beaucoup de choses importantes pour la suite. La première, bien sûr, est de voir la puissance de Garp, qui se retient carrément contre son petit-fils. On est très loin du Galaxy Impact, pour ceux qui savent. Et ça permettra aux spectateurs de bien voir la progression de Luffy au fil des saisons. Puis, comme annoncé, la saison se termine bien avec Arlong. Donc on ne verra pas Lockdown tout de suite, mais on a quand même droit au sourire légendaire de Luffy à la fin de l'affrontement avec son grand-père. Écho de Gold Roger dans la mémoire du vieux. Pour terminer, les dernières secondes de la saison nous offrent un aperçu de ce nouveau personnage mystérieux. Qui n'est mystérieux que pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre originale bien sûr. Le gros fumeur de cigares, le colonel Smoker, qui prendra la place des autres marines pour la prochaine saison. Car à la fin, les adieux de Kobe et Luffy laissent penser que comme dans le manga, les personnages de Garp et ses élèves vont disparaître de la série pendant quelques saisons, pour ensuite revenir en force au bon moment. Et au vu du découpage, cela ne sera probablement pas avant 3 ou même 4 saisons que l'on verra Marineford, voire même bien plus selon le découpage qu'ils vont choisir pour les suites. Ici, je me demande si ça ne va pas poser des problèmes concernant les contrats des acteurs et leur disponibilité dans X années. Toutefois, le teasing du Baroque Works et du fait qu'ils sont la cible principale de Garp laisse penser qu'on pourrait les revoir une fois à Alabasta. Mais cet arc immense sera-t-il traité en totalité dans la saison 2 ? Pas sûr. Donc une série de qualité qui adapte vraiment bien son matériel d'origine en prenant juste ce qu'il faut de liberté pour nourrir son récit sous ce nouveau format. On remarque clairement que la série profite du fait que le manga a déjà plus de 1000 chapitres, car certains ajouts précisent beaucoup de choses, et je suis certain que les chasseurs de théories vont pouvoir y trouver leur compte dans les semaines à venir. Voilà, les questions concernant son futur restent en suspens, mais au final je suis très content de ces 8 heures passées devant cette première saison, et je suis confiant que la suite sera également un succès. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série de Netflix, et surtout si vous êtes consommateur du manga ou pas, car je suis curieux de savoir. Pensez également à vous abonner et à liker et partager la vidéo pour l'aider à percer au milieu de cet océan de reviews. Je vous en remercie 1000 fois d'avance. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur Anakaland. Bye.